Je suis à Meaux, à la bijouterie Cantaloupe, qui va fêter ses 40 ans d'installation à l'angle de la rue du Grand Cerf et de la rue du Général Leclerc. Et nous avons rendez-vous avec Stéphane Cantaloupe, qui est juste derrière moi. Bonjour Stéphane. Bonjour. Qui va expliquer ce qui va se passer pour ses 40 ans. Et il va y avoir des portes ouvertes entre le 18 novembre et le 23. Ça va être super ici. Il faut venir voir les bijoux parce que c'est un monde merveilleux, hein. On aime tous, on adore. Stéphane Cantaloupe, bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on va parler des 40 ans de l'installation de la bijouterie à Meaux. Tout à fait. En 1984, mes parents, Pierre et Janine, ont racheté cette boutique historique qui existe depuis 1845 et qui a eu que 3 familles propriétaires. On a vraiment l'historique complet. Donc on est une des plus vieilles joailleries de France. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a toujours eu des ateliers dans les étages, au 3e étage. Il y a toujours eu des gens qui ont vraiment travaillé dans la boutique. C'est pas que un endroit où on vend des bijoux. C'est ça. Il y a le vrai travail d'art. C'est un art, hein. Vous êtes un artisan. Je suis un artisan, tout à fait, un artisan de vos envies. C'est assez facile. On dessine, on fabrique, on fait des essayages, et ça depuis 1845, ça a toujours été comme ça dans cette boutique-là. Voilà. Et donc il y a 40 ans, mes parents ont décidé de racheter cette entreprise qui a grossi, qui a performé. J'étais gamin, j'avais 12 ans. Et donc je suis venu à l'école à Meaux, puisqu'on a déménagé à Meaux. Vous étiez où avant? Mon grand-père avait une bijouterie sur Brou-sur-Chantraine. Moi je suis la 3e génération. Et avant, il y avait un oncle. En fait, mon grand-père est devenu horloger parce qu'il avait un oncle horloger. Il a vu le travail, donc ensuite mon grand-père était horloger, mon papa était bijoutier et horloger, il faisait les 2 métiers, et moi je suis basculé que dans la bijouterie et la joaillerie. C'est là que il paraît qu'à 6-7 ans, je savais ce que je voulais faire. Les maîtresses que je croise encore aujourd'hui me disent, mais tu veux faire quoi? Bijoutier. Tu veux faire quoi? Bijoutier. Ça a toujours été. Et parce que vous les avez vus travailler quand vous étiez petit? Bah oui, et j'avais pas le droit de m'approcher du chalumeau de mon papa quand j'avais 6-7 ans, pas à moins d'1 mètre, et du coup j'ai toujours voulu jouer avec le chalumeau, et oui, j'ai toujours adoré ça. J'ai fait mon école, un CAP, hein, tout simplement. Après, je suis rentré Place Vendôme, et mon chef d'atelier était meilleur ouvrier de France, la première main de l'atelier était meilleur ouvrier de France. Ils m'ont tout transmis, ils m'ont tout appris pendant des années et des années. Et un jour, je suis allé voir mon patron, je lui ai dit je m'en vais. J'y vais rejoindre mes parents. Comment vous aviez fait pour rentrer Place Vendôme? C'est quand même un univers select. C'est tout simple. C'est par le travail. C'est quand on a des bons résultats à l'école, on ne cherche pas de travail après. En fait, j'étais major de promotion. Et du coup, quand il a fallu trouver un stage en 3e année de CAP, à l'époque c'était 3 ans de CAP, c'est le directeur de l'école qui m'a placé Place Vendôme, et je suis jamais parti. En fait, j'ai fait mon stage là-bas, et ensuite, comme j'avais des après-midi de libre, parce que j'avais le bac, donc je suis redescendu en CAP, mais j'avais pas maths, français, anglais, j'ai refait une convention de stage où j'avais fait mon stage de 3e année, et toutes les après-midi que j'avais de libre, je retournais Place Vendôme. Alors j'étais à l'école. Je faisais des prototypes, c'était juste de l'entraînement. C'était un peu l'alternance avant l'alternance. C'était l'alternance en plus de l'initiale, quoi. Plus on travaille, plus on y arrive. C'est ce qu'il faut inculquer aux jeunes. Moi, je faisais 2 écoles en même temps. Je faisais l'école de joaillerie, la haute école de joaillerie la journée, et je faisais les cours du soir de la ville de Paris. En plus, 3 soirs par semaine, je finissais à 22h. Forcément, j'ai beaucoup plus travaillé, j'ai fait plus d'ateliers, plus de pratiques. Voilà, j'étais meilleur. C'était des cours du soir de quoi? De bijouterie. Ah oui. De bijouterie, de certi et de gémologie. J'ai accumulé de l'expérience. Quand on veut aller loin, il faut viser haut, hein, tout simplement. De mon stage a découlé
ce stage à long terme jusqu'à la fin de l'année, des après-midi de libre. Et puis quand j'ai eu mon diplôme, j'ai demandé à mon patron, qui était pas mon patron, je lui ai dit je cherche du travail. Il m'a répondu t'es pas bien là. Et voilà. Et je suis resté des années. Et après, quand j'ai parti, j'ai présenté le concours de meilleur ouvrier de France. C'était en quelle année le meilleur ouvrier? 2004. Ça fait 20 ans cette année. Ça fait 20 ans. En fait, en 2002, j'ai quitté la place Vendôme et je suis revenu travailler dans l'entreprise familiale. Et j'ai tout de suite préparé mon concours. Mais mon concours, c'est 2 ans de travail. Hein. Donc, j'ai commencé en 2002 et j'ai livré ma pièce de concours en 2004. Oui, c'est ça, parce qu'il faut quand même dire que pour être meilleur ouvrier de France, il faut présenter une pièce qui vraiment va être jugée aussi, fait partie entière de l'obtention du titre. Voilà, en fait, on a un dessin, un gouaché, une peinture, et il faut la réaliser. Et à mon époque, on a 2 ans pour la réaliser, et c'est entre 1600 et 1800 heures de travail. En plus de son travail de tous les jours, hein, bien sûr. Donc c'est étalé sur 2 ans, ce qui vous fait une petite moyenne de, je crois que j'avais calculé, j'ai travaillé 83 heures par semaine sur 2 ans. J'ai jamais été à regarder ma montre. Ça a été une épreuve, hein, ça a été en termes de fatigue et de cumul, ça a été très dur. C'était quoi cette pièce? Donc c'est une pochette de soirée, un sac à main avec des têtes de chevaux et une anse qui peut se décrocher du sac à main et qui peut servir de bracelet ou de danse pour le sac à main. Elle est visible aujourd'hui dans la boutique. Elle a fait plusieurs fois le tour du monde pour les expositions de meilleurs ouvriers de France. Ça, c'était le sujet d'il y a 80 ans. C'est une broche? C'est une broche. Et donc, c'est un de mes clients, c'était son papa qui était meilleur ouvrier de France en joaillerie. Il m'a offert la seule photo qu'il y avait de la pièce et elle restera tout le temps dans ma pièce de concours. Elles sont ensemble. Voilà. Comme ce monsieur, il a pas eu de descendance dans le métier, et moi ça me fait plaisir que ça soit avec un autre de ses potes, quoi. Voilà. L'aura des meilleurs ouvriers de France à l'international, c'est incroyable, c'est incroyable. Enfin, moi, je pensais pas que ma pièce, elle ferait 3 fois le tour du monde, qu'elle irait, je sais pas combien de fois au Japon. Enfin, c'était maintenant place aux jeunes, hein, c'est normal. Moi, ça fait 20 ans, elle voyage plus. Il y a d'autres meilleurs ouvriers de France depuis. Hein. Quand on parle du Japon, par exemple, les dieux vivants. Enfin, il y a des artistes qui sont considérés comme des patrimoines, le patrimoine vivant. Nous, on n'a pas encore cette. En France, on connaît l'artisanat, on a vraiment des professionnels extraordinaires, mais qui sont pas valorisés à la hauteur de leurs connaissances. Je parle pas pour moi spécialement, hein, mais l'apprentissage, c'est extraordinaire. Enfin, quelqu'un qui va pas aimer les études, qui va prendre un chalumeau, qui va faire de la plomberie, mais il va s'en sortir. Mais tous les jours, on va lui demander s'il veut travailler tous les jours. À condition qu'il veuille bien travailler et qu'il s'en donne la peine aussi. Hein. Mais on n'a rien sans rien. Voilà, c'est tout. C'est tout. Tout le monde peut s'en sortir avec du travail et un peu de chance. Ma chance, c'est d'être entré dans cet atelier de la place Vendôme où mon patron ne regardait absolument pas le prix que ça lui coûtait, le temps qu'on passait à faire le bijou. Ce qui comptait, c'était l'excellence, c'était l'incroyable qualité de nos pièces qu'on pouvait livrer aux grandes maisons. Oui, j'ai travaillé pour 5 ou 6 très très grandes maisons internationales. Plusieurs en places fait, Vendôme. Voilà, c'est ça. Mon atelier était spécialisé dans le très très compliqué. Et on nous proposait de bien vouloir regarder le dessin. C'est-à-dire que c'est mon patron qui décidait s'il voulait le fabriquer ou pas. Et en fait, c'est juste une sorte de plaisir. S'il aimait bien ce qu'il voyait, on le faisait. Sinon, on le faisait pas. Actuellement, vous faites toujours du très très compliqué? C'est ce que je préfère, oui. Alors, qu'est-ce que c'est très très compliqué? Tout ce qui est les fermoirs, les bagues ouvrantes, par exemple, des personnes qui arrivent plus à mettre de bagues parce que leurs articulations, elles ont trop pris à cause de l'arthrose ou tout, on peut plus mettre de bijoux. Eh ben si. Je vais faire une bague qui s'ouvre en deux et qui se referme et on va plus la passer par le doigt, on va juste la passer par le dessus du. Ça c'est tout petit. C'est comme si c'était un bracelet ouvrant, mais pour la main.
Et voilà. Et donc ça va être ça va être des bijoux avec des caches secrètes comme des bacs poison, des petites tirettes, on cache des choses à l'intérieur, une petite gravure, au plaisir de faire les belles choses et puis de faire plaisir à quelqu'un. C'est ça qui me plaît. Ça c'est votre base. Quand vous êtes arrivé au magasin avec vos parents, vous avez tout de suite été à l'atelier, été aussi à la vente, vous créez, mais vous êtes aussi en contact avec les clients. Oui, aujourd'hui, on a une équipe, hein, on est 4 à l'atelier toute la journée, que je dirige évidemment, mais je vais être, dans tous les cas, je vais être à la conception du nouveau bijou. Quand on prend rendez-vous avec moi, c'est avec moi que vous avez rendez-vous. C'est pas avec un de mes vendeurs ou avec mon équipe. Si vous prenez rendez-vous avec moi, c'est avec moi que vous voyez. Et du coup, je vais vous proposer des solutions, je vais vous écouter. Sur un dessin d'une même bague, on peut faire des volumes différents suivant la longueur de vos doigts, suivant votre tempérament. Et donc ça, moi, j'adore prendre toutes ces informations et vous proposer quelque chose qui puisse vous aller. Et ensuite, on va le fabriquer. Il faut être un peu psychologue, il faut aimer les humains, il faut être beaucoup. Oui. C'est beaucoup dans le sentimental, on est dans l'affect quand même. Quand on va retravailler le solitaire de la grand-mère, ça c'est super important. Quand j'ai fait une bague ouvrante il y a pas longtemps, ça faisait 25 ans qu'elle avait pas pu porter son alliance. J'ai fabriqué la bague et par-dessus, j'ai coupé son alliance en deux et je l'ai ressoudée sur le dessus de la bague. Quand je l'ai livré, c'était le bonheur. Et donc, ces plusieurs bijoux, j'ai repris son solitaire que j'ai mis sur la bague et j'ai ressoudé son alliance dessus. Et du coup, elle pouvait porter son solitaire et son alliance en même temps et sur sa bague. Et ça faisait 25 ans qu'elle n'avait pas porté son alliance. C'est le bonheur, quoi. Ah oui. De voir les gens qui... C'est vraiment de l'émotion. Oui. Moi, je travaille beaucoup à l'affect. Hein. Faut que ça plaise, faut que ça... Et puis surtout que quand on offre un bijou, qu'on s'offre un bijou, c'est souvent pour des occasions. Absolument. Donc forcément, dans une occasion, un baptême, un mariage, des anniversaires, il y en a tous les ans. Donc, oui. Bien de faire plaisir à madame. Ah oui, tiens. Donc là, je vais former des maillons pour fabriquer un bracelet. Et donc, on va faire comme des agrafes. Et on va les tenir ensemble pour former toute la chaîne qui servira à faire le bracelet pour mon client. Là, ça va être un bijou d'homme. Donc, il va être assez lourd en poids d'or, mais il a récupéré ce qu'on appelle des déchets d'or, hein, les vieux bijoux qui sont cassés. Je lui ai même mis son identité bébé, qui était bien sûr trop petite, hein, ça même de 50 ans. Et du coup, je vais pouvoir lui fabriquer quelque chose d'assez lourd et d'assez épais sans qu'il ait besoin de payer l'or. Il va me redonner mon or, ce qu'on appelle du travail à façon. Le travail à façon, il va payer que mon travail. Donc moi, j'utilise de l'or neuf, hein, bien sûr, mais il va pouvoir me le rendre après. Donc ça, ce fil-là, c'est de l'or. Ça, c'est de l'or, oui, de l'or jaune. Ça, c'est une barre d'or blanc. Donc, on penserait pas, hein. Et c'est avec ça qu'on va marteler, laminer, écraser l'or, et on va fabriquer les alliances, souvent des alliances pour hommes dans cette volume-là. Ils vont devenir de plus en plus petits, et on va l'écrouiller, on va le durcir, on va le taper, et ça donnera une alliance comme celle-là. Hein, pour l'écarter, l'or, c'est le plus malléable des métaux. Donc, on peut le tréfiler, le passer en fil d'or, le passer en plaque d'or, et on modifie son volume sans qu'il casse. Donc on en fait ce qu'on en veut. Là, vous voyez toutes les petites fraises, les petits forêts qu'on va utiliser tous les jours. D'accord, ça c'est les outils, ça. C'est les outils. Et ici, vous avez les poinçons. Donc, sur le petit bout de mon poinçon, c'est là qu'il y a ma signature. Mais vous pouvez pas le voir, c'est vraiment tout petit. Là. Voilà, donc il y a marqué Société HJC Horlogerie Joaillerie Cantaloupe. Et donc quand on le frappe sur l'or, il va s'écraser, c'est mon poinçon. Donc ça c'est le poinçon de maître. Et ensuite on a les poinçons de l'État, la tête d'aigle pour l'or qu'on va poinçonner aussi. Je suis dépositaire de l'autorité de l'État, c'est moi qui me contrôle et qui contrôle que c'est bien de l'or 750 millième. Avant, on donnait aux douanes. Donc, toutes les semaines, on allait aux douanes et ils poinçonnaient, ils mettaient la tête d'aigle. Depuis 20 ans, les grandes maisons
enfin les maisons comme les miennes, qui ont vraiment des ateliers, qui ont un historique limpide et totalement honnête, ils nous ont délégué le poinçonnage des bijoux que l'on fabrique. Et je peux poinçonner aussi pour les artisans aux alentours. Je suis dépositaire de l'autorité de l'État. Parce que tous les artisans n'ont pas le poinçon. N'ont pas la possibilité d'avoir le poinçon. Il faut avoir des normes de sécurité, un historique limpide, faire les contrôles réguliers du métal. Hein. Moi, je fais faire des analyses d'or pour être sûr qu'on soit bien au bon titrage. Je garde un échantillon de métal pendant plusieurs mois de chaque bijou que je réalise pour, si les douanes viennent contrôler mon travail, que tous les échantillons soient accrochés à la fiche de fabrication. C'est un boulot. Et alors donc le poinçon, là, on le met sur la bague avant qu'elle soit fermée? Non, on la met une fois que le bijou est fini. On va la poinçonner au talon, en dessous de la bague. Voilà. Ah oui, d'accord. Oui, c'est à l'extérieur. C'est à l'extérieur, voilà. Bah, vous voyez, ça, c'est un petit solitaire qu'on fabrique régulièrement dans nos ateliers. On les fabrique par plusieurs exemplaires. Et quand un client il choisit la pierre, on choisit la pierre ensemble. Et après, la bague, elle est déjà prête. Et on va pouvoir insertir la pierre. Et c'est une production constante chez nous. Et ça vaut combien, ça? Là, on est sur un solitaire aux alentours de 1200 €. En or blanc avec un diamant de qualité. Le bout de bois ici c'est une cheville, donc ça veut dire travailler à la cheville. Quand on dit travailler à la cheville, ça veut dire travailler à l'atelier. Tous ces outils, et quand on regarde au fond, bah là il n'y a plus, là, ils ont nettoyé. Et il y a toute la poussière d'or qu'on peut limer, elle tombe au fond. Donc et du coup, on la récupère et on la recycle. Donc toute cette poussière d'or. Là c'est une boîte à poussière d'or. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une boîte à limaille. Donc tout ça c'est des petits morceaux. C'est de la belle limaille, quoi. Oui, oui, il y a un peu de tout là. Et tout ça c'est de la poussière qui va aller au recyclage. On voit que ça brille et il y a peut-être 1000 € d'or hein, dans le fond là. Ça fait un peu gris quand même. Oui, c'est parce qu'il y a tous les abrasifs, le papier d'émery, tout ça, les charbons. Hein, on soude sur un charbon de bois qui est ici. La chaleur, quand on soude une bague, le charbon de bois, il va bien rougir et ça va homogénéiser la chaleur dans le bijou. Voilà. Donc ça se retrouve après. Et comment vous faites pour récupérer que l'or? Alors, ça va être donné à un affineur. Il va tout fondre et il va récupérer tout le métal. Et ensuite, par des systèmes par électrolyse et par acide, on va prendre le lingot d'or, on va le mettre en feuille d'or. Et ensuite, on va passer des acides, ça va enlever le cuivre, les particules autres que l'or. Et ensuite, on refait un lingot d'or. Ensuite, l'affineur, il va remettre un peu de cuivre, un peu d'argent. Il va mélanger tout ça. Et ça va donner de l'or 18 carats qui va me rendre en fil ou en barre. Ah, ok, voilà. d'accord. C'est un perpétuel recyclage. Hein. L'or, ça se recycle à l'infini. Et donc, c'est ça qui est génial, c'est qu'il est toujours aussi beau. Après avoir été recyclé. Revenons à vos parents et au début, le magasin il a toujours été ici à l'angle de la rue du Grand Cerf et de la rue du Général Leclerc. Absolument. En 1984, on a donc acheté cet angle de la rue, c'est l'adresse mythique hein, depuis 1845, avec une façade en marbre noir qui est classée. On n'a pas le droit de la démonter, voilà, parce que c'est historique. Et puis, il y a une quinzaine d'années, on a agrandi avec la boutique d'à côté. Avant, les ateliers étaient au premier étage. Les bijoutiers cachaient on montrait pas notre travail. Aujourd'hui, moi, je trouve ça super intéressant de montrer comment sont faits nos ateliers, tous les outils qu'on peut utiliser, et puis quand vous passez dans la rue, en tendant un peu la tête, vous allez nous voir travailler. N'hésitez pas à rentrer, juste pour venir regarder travailler l'équipe ou moi-même à l'atelier. On peut rentrer, bien sûr, en appuyant sur le bouton, sur le bouton, et on peut coller son nez sur la. Absolument, voilà. Ah oui, j'ai un petit siège pour les enfants, ils montent dessus, ils adorent. Enfin, moi, faire découvrir notre métier, ça peut donner des passions. Ça peut créer des vocations. C'est ça. Aujourd'hui, j'ai un petit jeune de 13 ans qui est en stage, et il est tout fou, hein. Voilà. Oui, parce que lui, c'est ce qu'il veut faire, c'est ce qu'il pense qu'il aimerait faire. C'est ce qu'il pense qu'il aimerait faire. Donc voilà, donc j'ai accepté exceptionnellement de le prendre en stage une semaine.
Et sinon, mes employés, je les ai pris certains au berceau, c'est-à-dire que je les ai pris en CAP, et puis je les ai formés, ils sont restés, et donc on continue à travailler ensemble. Et d'autres que j'ai embauchées, j'ai une jeune femme d'une quarantaine d'années, elle a fait 20 ans en Place Vendôme, et aujourd'hui elle retrouve un esprit d'équipe, l'avantage ici, c'est qu'on va tout faire du début à la fin. Donc on voit toutes les étapes, on peut contrôler toutes les étapes, de la conception jusqu'au polissage final où on voit notre bijou fini. Et ça c'est génial parce qu'on va maîtriser la totalité de la production. Notre cœur de métier, c'est de fabriquer. Qu'on fabrique une pièce à 800 € ou à 80 000 € ou à 150 000 €, qu'est-ce qui est important, c'est la qualité du travail. Voilà. Alors, qu'est-ce qui peut valoir 150 000 €? Une grosse émeraude avec des diamants autour? Une grosse émeraude avec des diamants, un gros diamant. Pas mon travail, par contre. Ça, on reste toujours. Je suis toujours sur le tarif de l'artisan. Mais oui, il y a pas de limite pour se faire plaisir. C'est vraiment. Il y a la limite du porte-monnaie. Et oui, c'est pour ça. Mais non, mais je veux dire, c'est pas toujours une question d'argent. Parfois, les gens ont un mauvais vision de ce que je peux réaliser et de combien ça peut coûter en fait. J'ai des gens qui sont assez surpris sur le prix. Quand c'est simple à fabriquer en temps d'heures de travail, forcément ça va être beaucoup moins cher. Si je fais une bague en 10 heures ou si je fais un collier en 70 heures, forcément ça va pas être le même tarif. Mais comme on se rend pas compte, faut venir me rencontrer pour savoir combien ça peut coûter. Sinon, on peut pas savoir. On se dit ça va coûter cher. Non, je pense pas. Peut-être pas tant que ça. Peut-être pas tant que ça. Pour les 40 ans, il va y avoir des portes ouvertes. Voilà, n'hésitez pas, du 18 au 23 novembre, on va vous accueillir, vous ouvrir les portes, vous viendrez visiter, n'hésitez pas, vous passez et on vous fait découvrir tous les ateliers, il y aura des surprises, c'est sympa de fêter et les 40 ans sur Meaux, une entreprise qui perdure, qui continue, et puis mes 20 ans de meilleur ouvrier de France, ça faisait 20 ans que mes parents avaient acheté l'entreprise et que je suis devenu meilleur ouvrier de France. Donc 1984, mes parents ont acheté l'entreprise et moi 2004, je suis devenu meilleur ouvrier de France. L'évolution, elle a été constante et assez rapide dans les années où mes parents ont repris l'entreprise parce que mes parents sont des vrais professionnels. Papa, il était à l'atelier toute la journée. Ma maman, diplômée de gémologie, l'étude des pierres, les conceptions, et donc avec des employés qui étaient du métier. Maman a beaucoup formé. Donc l'évolution, si vous voulez, l'entreprise au départ, elle était vraiment devenue petite finalement en termes de chiffre d'affaires. Avant que vous la rachetiez. Quand mes parents l'ont racheté, elle était en déclin en fait, tout simplement, dû à cette non professionnelle qui était dans les murs ou des vendeurs et donc mes parents sont arrivés en quelques années. Tout le monde a su que oui, vraiment. On avait des ateliers que vraiment mon papa révisait les pendules, les montres, faisait de la bijouterie aussi, et que maman était diplômée de gémologie. Tout ça c'est le bouche à oreille qui nous fait travailler aujourd'hui. Quand j'ai rejoint l'entreprise, on avait déjà une entreprise qui était saine, voilà. Et du coup, quand j'ai revenu en entreprise, j'ai repris beaucoup de fabrication, vous avez beaucoup de pièces en vitrine, c'est pas marqué fabriqué par Stéphane Cantaloupe, et pourtant c'est nous qui l'avons fabriqué. Ouais. Je suis artisan, donc je fabrique, je mets dans ma vitrine et le client l'achète. On ne sait pas la différence entre ce qui est fabriqué par Stéphane Cantaloupe et ce qui ne l'est pas. Bon, il y a les marques écrites, inscrites au-dessus. Parce que on est détaillant, il y a des choses que l'on achète ou que je fais fabriquer suivant mes cahiers des charges. Je vais fournir les pierres. Moi, je voyage beaucoup pour aller chercher les émeraudes, les saphirs. Je vais régulièrement dans les bourses au diamant pour m'approvisionner. Et on va fabriquer l'alliance et on va la mettre en vitrine. Mais c'est vrai que c'est pas marqué fabriqué par Stéphane Cantaloupe. J'ai pas besoin. Mon métier, c'est de fabriquer, c'est tout. On fabrique, on met en vitrine, on vend. Bien sûr, si on me demande, tiens, montrez-moi des pièces que vous avez réalisées, là, je vais sortir, qu'est-ce que vous voulez? Plutôt un saphir, plutôt une émeraude, et je vais les présenter, les pièces que j'ai réalisées. Mais on fabrique tellement sur mesure. Oui, voilà, vous fabriquez du sur mesure. Oui. Beaucoup.
Mais aussi, vous fabriquez des pièces que les gens peuvent acheter tout de suite ou... C'est ça. On a une collection de solitaires qu'on fabrique régulièrement, donc on crée en plus une économie de temps. Donc en fait, c'est le même prix qu'un bijou de série, et pourtant c'est nous qui l'avons fabriqué. Voilà. Parce que on a des protocoles de travail, on sait que ce solitaire-là, on doit mettre 2h45 à le monter, il est poli, il est rodié, il est parfait, il a été contrôlé par 2 personnes, et la 3e personne qui l'a mis en vitrine recontrôle que tout va bien. C'est de la haute joaillerie, mais c'est au prix du normal, du classique, de l'or, le travail, les diamants, et c'est la même chose que de la production. Seulement, ça sort de nos ateliers. C'est fabriqué en France avec de l'or éthique recyclé. Quand, par exemple, quand vous venez me proposer des bijoux que vous mettez plus, que je vais éventuellement retransformer ou racheter, eh bien tout ça, ça va dans cette filière de recyclage. Je ne revends pas l'or que vous me confiez. Il va être recyclé entièrement et réinvesti dans nos ateliers. Et on va retravailler. Et ça fait maintenant 30 ans que c'est comme ça, où on recycle tout l'or que vous m'amenez. On peut pas faire plus éthique. La pièce unique, c'est quoi? C'est comme de la haute couture. Il faut faire des essais au fur et à mesure, mais tout le temps que je vais passer avec vous, à les essayer, à dessiner ensemble pour faire un devis, on le compte pas. Moi, je vais compter que mon temps d'atelier. C'est-à-dire que si on va passer 1 heure à faire un projet ensemble, je l'ai pas compté dans le devis, je vais le compter quand on va commencer à le travailler, combien de temps je vais mettre pour faire votre bijou. Et de là, on décline le prix. Et c'est pour ça que quand les clients viennent et que le bijou est pas fini, on va refaire un essayage quand même, et ainsi de suite. On prend notre temps de le faire bien. C'est autant un plaisir pour moi qu'il soit parfaitement ajusté à la personne, qu'un plaisir pour vous de voir étape par étape la fabrication du bijou. Ça, c'est sympa. C'est vrai, je le confirme. Voilà, vous pouvez le confirmer, mais je ne pouvais pas le dire. Si. Mais papa est un homme d'atelier, voilà, c'est un horloger et bijoutier, mais c'est un horloger pur. Il aime pas, il est dans son atelier. Il est dans sa bulle. Ah oui, c'est son univers, vraiment, mais c'est un fou furieux d'horlogerie. Ouais. Ils mettent sur des choses qui sont supra techniques. En conseil, parce que c'est vraiment un très très bon horloger, papa. Il a quel âge? Il a 78, et donc il passe tous les jours dire bonjour. Ah oui. Ouais, il travaille un petit peu, de ce que j'ai besoin, mais voilà, Non, on est vraiment une entreprise familiale. Ah oui. C'est bien. Je l'oblige pas. Hein. Non. Non, il aime ça. Mais alors donc, c'est vous qui avez repris le magasin? Oui, il y a plus de 10 ans, facile. Il y a plus de 10 ans. Oui, largement. Oui. Et comment ça s'est fait? C'est pas toujours facile quand on est le créateur là, pour vos parents de céder, même si c'est ses enfants. Et non, c'était pas vraiment le créateur, c'était la continuité. C'est ça le truc. Il y avait déjà eu 3 familles. Nous, on est la 3e famille seulement propriétaire. Depuis 1845, ça a été transmis. Il y avait pas d'héritier. Ça a été vendu un franc symbolique à l'horloger qui a eu une descendance et que ça a continué. Et nous, on a repris en 84. Et donc, mes parents, c'était un passage dans la boutique. Et puis moi, j'ai repris le flambeau. Et ça s'est fait, totalement naturellement. Et ils ont travaillé, papa a toujours travaillé 6 jours et demi sur 7. Hein. Ils s'inquiètent toujours. Ah oui. Ou ils aident toujours, ou ils contrôlent toujours. C'est bien ou c'est pas bien? Ah les deux. Hein. Non, c'est bien. On a le soutien quand même. Le commerce a évolué. On est moi, je me sens beaucoup plus proche de mes clients qu'il y a 25 ans. On a une relation beaucoup plus libérée. En fait, quand je suis devenu meilleur ouvrier de France, tout ce que je disais, c'était ça qu'il fallait faire. Et bien non, je suis en train de vous proposer. Vous allez me dire non dans mes dessins, Alors, je faisais ce que je voulais, hein. C'était avec le col bleu, blanc, rouge. Non, c'est pas ça que je cherche, moi. Moi, ce que je cherche, c'est à vous faire plaisir. On va dessiner ensemble, on va en parler. Et du coup, je suis devenu beaucoup plus proche, beaucoup plus amical, beaucoup plus... on va dire protecteur du bijou, enfin pas vraiment protecteur, mais de l'idée générale, et on va en parler ensemble, et la relation a totalement changé. On est beaucoup plus proche aujourd'hui de quand on dessine, quand on fait des essayages, quand on va plus rigoler, on va faire des petites blagounettes. C'est votre personnalité aussi. Oui, aussi, ouais. Oui, mais ça fait 20 ans que j'ai pas vu papa venir avec une cravate, alors qu'avant il était toujours avec la cravate. Tout a changé, on n'a plus de cravate.
Oui. Même les banquiers, ils n'en mettent pas toujours. Américaine. Voilà. Donc non, mais c'est beaucoup plus. Moi, je trouve ça beaucoup plus sympa, beaucoup plus rigolo de travailler. Il faut travailler dans le plaisir et voilà, la bonne humeur. Après, il y a de boulot. Quand on est quand on est à l'atelier, il n'y a pas un bruit. Hein. On peut parler, c'est pas le problème, mais on est tous concentrés en fait. Et du coup, on pense pas à parler. Non, on est dans notre travail. Voilà. J'ai 2 facettes dans la journée. Hein. Une facette où on va réfléchir, on va rigoler, on va dessiner, et une facette où je vais travailler, mais je vois pas le temps passer, quoi. Et j'ai pas dit un mot pendant 3 heures, et j'avance, et ça, c'est les 2 facettes. Il y a des modes, des choses qui se faisaient avant, qui se font maintenant. Dans le design, dans le volume, ouais, il y a... On va dire que c'est un perpétuel recommencement. Ah. Ceci dit, et on va revenir aux années 70. En ce moment, on revient sur l'or jaune on avait délaissé. C'était l'or blanc. Après, moi, j'ai toujours travaillé un mix de or blanc, or rose, c'est assez sympa. Maintenant, on revient à l'or jaune un petit peu. Et c'est vrai que on a le style dans les couleurs et on a le style dans les formes. Voilà. Et ça dépend de chaque personne quand même. Il y a des tendances, mais la tendance, elle est contrariée. J'explique. Vous croyez que ce que vous voyez sur Instagram ou sur TikTok, c'est ça, c'est la vérité, mais pas du tout. C'est quand vous voyez une bague toute fine avec un petit truc, c'est juste pour les marchés énormes comme les États-Unis. C'est pas notre style. Et on croit que c'est ça qui va plaire à madame. Mais c'est pas notre esprit, c'est pas notre... Vous voyez les solitaires aux États-Unis, ils sont très haut perchés. On les met pas si haut. Quand quelqu'un vient me voir, je vais regarder ce qu'il va me montrer. Sur les photos, et après je vais réfléchir à se dire mais est-ce que ça va bien aller à la main de madame, à son tempérament, et je vais lui refaire d'autres propositions. C'est souvent qu'on s'éloigne énormément de la photo, hein. Mais pour le bonheur de la personne. Il y a des gens qui vous suivent, il y a des familles meldoises ou de la région, hein, pas que Meaux, hein, aussi. Donc vous avez dû avoir, vous avez les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les arrières. Il y a des familles où je connais 4 générations. 4 générations. Qui sont clients, 4 générations. Qui sont clients en même temps. En fait. Ah oui. Et oui, parce que la grand-mère est encore vivante, évidemment. Les parents sont là, les enfants se sont mariés, ils ont eu des petits-enfants. Je vais percer les boucles d'oreilles. Ça nous est déjà arrivé de percer 4 générations de la même famille de boucles d'oreilles. De l'homme d'oreille. Ouais. Sur 20 ans, on a percé 4 générations, c'est rigolo. Alors ça vous fait quoi, ça? Ah ben moi j'adore. C'est super sympa. Aujourd'hui, j'ai des clients qui ont 40 ans, je les ai servis quand j'avais 15-16 ans. Donc, j'ai un client, ça fait 30 ans, non, ça fait peut-être 25 ans qu'il me tutoie, ça fait 25 ans que je le vous vois. C'est rigolo. Et on a nos enfants à la même école, et voilà. Parce que, non, on vieillit ensemble. Alors, bien sûr, on accompagne aussi les personnes qui sont plus âgées. Et puis quand il s'agit de faire un partage pour faire plaisir aux enfants, quand c'est l'heure de la succession ou qu'ils veulent offrir avant, c'est un moment à passer aussi et qu'on fait avec plaisir. On voit vieillir les gens, mais on les voit grandir. Voilà, on fait un peu partie de votre vie, ouais, c'est vrai. Tu peux, faut pas. Tous les clients sont importants. Nous, il n'y a pas de petits clients, pas de grands clients. Il y a les clients, et les clients, ils doivent être satisfaits. C'est notre métier. Je vais réparer, pour faire plaisir à une dame, je vais réparer une vieille broche art nouveau en argent. Je vais y passer plus de temps que les 20 € que je vais lui demander. Hein. Mais ça vaut pas plus. Enfin, sa broche elle vaut pas le coup d'être réparée, mais c'est un souvenir. Donc j'ai dit, je vous la répare, parce que c'était à votre grand-mère et tout ça, et ça me fait plaisir de le faire. Et ça c'est le service. C'est le service. Aujourd'hui, on fait énormément de réparations pour toute la région. On a cette chance qu'on rayonne énormément sur le 60, même un peu le 51, le Paris. J'ai beaucoup de clients de Paris, beaucoup de clients du 78, c'est de l'autre côté. Hein. Oui. Le bouche à oreille. Un médecin qu'on a parlé à l'hôpital et puis je me suis retrouvé avec 3 médecins du 78. Mais pourquoi? Ah ben si, c'est parce que c'était docteur machin qui nous a dit faut venir. Et puis finalement, c'est pas tout près, mais enfin c'est pas loin. Hein. On prend sa voiture le samedi en 50 minutes ou 1 heure, on est là. Hein. Et puis vous êtes dans une belle ville de Meaux, une belle ville de province, proche de Paris malgré tout. Ils peuvent venir faire un tour au musée de la Grande Guerre. Voilà, voir les remparts de la ville.
Les remparts, la cathédrale, on a une fromagerie, Brie de Meaux, c'est important aussi. On a des boutiques ici qui sont tenues par les mêmes familles depuis 80, 100 ans. Hein. Voilà. Donc, c'est portes ouvertes, 18 novembre, du 18. Du 18 au 23 novembre. 23. Voilà, vous aurez le plaisir de venir pour le plaisir. Voilà. On n'est pas obligé d'acheter des bijoux. Non, venez découvrir l'atelier. Je vous ferai visiter si je suis pas en clientèle ou pas sur une pièce un peu compliquée, et vous faire découvrir notre métier, nos ateliers. Vous venez quand vous voulez. Dans tous les cas, la porte est ouverte. Enfin, si vous étiez sur une pièce compliquée, on vous verrait. On me voit travailler, oui. C'est pour ça que j'ai mis des vitres, parce que vous me voyez. C'est simple, c'est soit je suis en clientèle, un petit peu au bureau, hein, forcément, un chef d'entreprise, il doit quand même être un petit peu au bureau, et à l'atelier, ouais.